Bonjour, nous sommes le dimanche 25 juillet 2021, donc le mois de juillet commence à se terminer avec, bon, on est le 25, on a des petites pluies qui tombent, fines, bon, on a eu des régions la semaine passée qui ont sombré dans une catastrophe naturelle qui était des inondations, mais les terrains étaient gorgés d'eau et voilà que de nouveau il pleut à nouveau. C'est-à-dire qu'à la catastrophe vient s'ajouter voilà, du négatif à la catastrophe. Donc, les personnes qui ont subi les inondations bon, sont vraiment embêtées de ce côté-là, puisqu'en fait, de nouveau, ils subissent les affres de la météorologie. Donc, on doit supporter encore aujourd'hui, toujours en été, ben, de la pluie. Donc, ce qui veut dire que le mois de juillet était très catastrophique, très mauvais. On n'a rien eu de bon, en espérant que le mois d'août change le cours des choses et sa nature, puisqu'en fait, on a eu cette année un été, ce qu'on appelle un été pourri. Pourri. Bon, on a eu quelques intermittences parfois de bons jours, de très bons jours, mais en général, la situation n'était pas euh, celle qu'on peut connaître durant une saison d'été. Bon, déjà, on a déjà un mois passé d'été qui est passé. Hein. On a un mois passé d'été, puisque l'été commence le 21 juin. Le 21 juillet, ça fait un mois. Nous voilà à un mois et 4 jours, donc il ne nous reste plus que, si vous voulez, moins de 2 mois. Moins de 2 mois. Alors on va passer le mois d'août, puis après on ira jusqu'au 21 septembre. Et l'été se terminera le 21 septembre. Je vais faire une vidéo ici qui va être très importante, qui va concerner donc le plan. Le plan. Le plan, mais bien sûr, on a un repère orthonormé qui est posé, un héros, je dirais même un repère orthonormé direct qui est posé, donc avec une origine et une base IJK. Et donc on va définir l'équation d'un plan au travers d'un ROD défini. Alors pour définir un plan, ben, il nous faut bien sûr un espace. On a un espace euclidien, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc il y a les notions de distance, voilà, de normes de distance, normes de vecteurs, distance euclidienne dans cet espace. Ben, elle a ses outils. On a un espace dans lequel on peut calculer certaines choses au travers de certains outils. Mais il faut savoir qu'avant d'entamer l'équation d'un plan, ben, il faut déjà en fournir des éléments. Alors on va dire que 3 points non alignés forment un plan. 3 points non alignés forment un plan. C'est-à-dire j'ai un point ici que je vais appeler P, un point Q. On est dans l'espace, hein, en 3 dimensions, je ne suis pas en 2D. Je suis en géométrie analytique. Ici, je suis en géométrie analytique dans l'espace, hein, dans E, dans l'espace. Géométrie. Je ne suis pas en géométrie analytique plane, donc je suis en géométrie analytique dans l'espace. Donc, voyez la chose comme si on était dans l'espace. Donc, PQR est dans l'espace, bien sûr, avec un ROD qui est fixé. Là, on a, bien sûr, il est direct, hein, donc si je fais tourner X vers Y, ben, on a l'axe Z vers le haut. En vérité, on a des vecteurs de base qui sont I, J et K. Et donc, bien sûr, le meilleur outil pour exprimer les plans, les équations de plans, au travers d'un repère orthonormé des règles, ben, c'est voilà, les notions spatiales, ce sont les notions vectorielles. Donc, on va prendre des notions vectorielles, on va les introduire pour mieux expliquer les choses et fournir l'équation, la forme canonique générale d'un plan. La forme canonique générale d'un plan. Alors, pour ça, il y a des propriétés, hein, des propriétés. Euh, si on a par exemple 3 points qui sont ici PQR,
PQR sont des points non alignés. Je vous ai de vous dire que 3 points non alignés forment un plan. Eh bien, bien sûr, 3 points non alignés de l'espace, je rappelle que je suis dans l'espace. Eh bien, on peut former une combinaison linéaire de, si vous voulez, PQ et PR. Voilà, je peux former une combinaison linéaire de PQ-PR. Donc j'écrirai alpha PQ plus bêta PR égale, par exemple, je sais pas moi, PM. Alors, PM égale alpha PQ plus bêta PR. Alors, dans ce cas-là, M, bien sûr, M appartient au plan. Hein, donc au plan, bien sûr, PQR, qui est le plan pi, par exemple. Voilà, voilà, c'est le plan PQR. Donc, je répète, si PQ et R sont des points non alignés de l'espace, alors PM est une combinaison linéaire de PQ et de PR. Enfin, si PQ est une si PM est une combinaison linéaire de PQ et de PR, alors ben, M appartient au plan PQR. Bon, ça c'est une propriété que je peux démontrer quand vous voulez. Voilà. Mais ici, le but c'est pas de démontrer cette propriété. Alors, inversement, je peux dire que si P, Q, R sont des points non alignés de l'espace, M appartient au plan. À ce moment-là, alors, si M appartient au plan, alors on peut écrire une combinaison linéaire. PM est une combinaison linéaire de PQ alpha, donc une combinaison linéaire de PQ de PR, c'est-à-dire alpha PQ plus bêta PR. Et ça, on s'est démontré aussi. Donc, on a d'un côté une démonstration qui peut se faire dans un sens et une autre démonstration qui elle a son inverse, sa réciproque. Ce qui veut dire que on a là affaire à une condition, si vous voulez, une condition qui sera nécessaire et suffisante. Alors, une condition nécessaire et suffisante pour que le point M appartient au plan PQR et que, on va dire, d'après ce que je viens de dire, les deux propriétés que je viens de dire, hein, j'ai distingué deux propriétés, eh bien, c'est que PQ, enfin, je m'excuse, PM soit une combinaison linéaire de PQ et PR. Donc, voilà, ça en donne une condition nécessaire et suffisante. Une condition nécessaire et suffisante pour que le point M appartienne au plan PQR et que PM soit une combinaison linéaire de PQ et de PR. Voilà. Donc ça, tout ça, ce sont des propriétés. Ce sont des propriétés. Alors, autre propriété avant d'entamer quoi que ce soit. Dans l'espace, si on a les points PQ distincts, on est dans l'espace, je vous rappelle encore une fois, PQ étant distinct. Alors, la droite qui passe par le point P et le point Q, encore une fois, on peut l'écrire de façon vectorielle. Donc, c'est le lieu des points X, le lieu des points X tel que on est tel que l'on est Px égale lambda PQ. Voilà. Là, ça veut dire que, eh bien, les points
P et Q étant bien sûr distincts. La droite PQ est le lieu des points M, donc le lieu des points M, hein, c'est le lieu des points M, enfin le lieu des points X, parce qu'ici je l'appelais X. Voilà. C'est le lieu des points X, tel qu'on a Px égale lambda PQ. Ce qui veut dire qu'ici, on a une équation vectorielle ici pour dire voilà, que deux points appartiennent à une droite et que trois points non alignés appartiennent à un point. Donc on a des écritures, si vous voulez, vectorielles. Et tout ça se démontre. Hein. Ça se démontre. Mais le but ici, c'est pas de démontrer tout ça. Ça se démontre. On a des, voilà. Donc je passe par le vectoriel. Je passe par le vectoriel. Voilà, je passe par le vectoriel. Voilà. Ayant les équations, on va dire, vectorielles, qui peuvent nous aider à entrevoir l'équation d'un plan, l'équation canonique d'un plan, eh bien, je soutirerai ces propriétés que je vais te dire maintenant pour écrire l'équation canonique générale d'un plan. Un plan dans l'espace. De toute façon, un plan ne peut être que dans l'espace. Parce que la droite peut être dans un plan, ou la droite peut être dans l'espace. Bon, un plan peut être contenu dans un plan, oui, mais généralement, plus génériquement parlant, un plan, c'est souvent dans l'espace. Hein. Sinon, un plan peut contenir un plan. Et ceux-ci seront des confondus, parce que le plan, il contient un plan, c'est qu'ils sont confondus. Voilà, on a deux plans parallèles confondus. Et un plan peut contenir un plan s'ils sont parallèles confondus. Mais en général, les plans sont dans l'espace. Alors, je vais démarrer ce que je vais te dire. Dire que j'ai donc on a un plan. Alors, le tout c'est, bien sûr, on a un plan et on a un repère orthonormé direct, un ROD. Le tout c'est de trouver l'équation du plan dans ce ROD. Bien sûr, l'équation canonique. Équation canonique du plan dans ce ROD, dans ce repère orthonormé direct. Bon, et bien sûr, vous aurez compris que je vais m'aider des équations vectorielles, parce que les équations vectorielles, bon, il n'y a pas besoin d'avoir un ROD pour faire des équations vectorielles. Bon, on pourrait le faire avec des équations vectorielles, enfin avec un ROD, ou sans ROD. Le fait de parler d'avoir voilà, de parler de vecteurs, on a les vecteurs avec repères, on peut mettre des équations vectorielles sans repères. Voilà, je peux mettre lier des repères ou pas. Bien sûr, ici, je vais écrire une équation vectorielle où je lie avec un repère. Alors pour ça, mon repère contient une origine, je lie à l'origine. Alors, bien sûr, qu'est-ce qui forme le plan? C'est mes trois points non alignés. PQR forme, trois points non alignés et donc forme un plan. Alors, s'il forme un plan d'après les conditions que je viens de voir, je veux dire, tout d'abord, je vais dire que ils sont non alignés, donc je vais aller chercher une valeur lambda appartenant à R, telle que on est PQ différent de lambda PR. Parce que s'ils étaient alignés, je pourrais écrire ce que j'ai écrit ici, là, donc, par là, ça forme le plan. Je pourrais écrire ceci, Px égale lambda PQ.
Px égale lambda PQ. Bien sûr, avec lambda appartenant à R. Bon, dire Px égale lambda PQ, lambda appartenant à R, c'est dire aussi PQ égale 1 sur lambda Px, c'est dire aussi que PQ est proportionnel bêta Px. Hein. C'est proportionnel dans les deux sens. Hein. Voilà, ils sont juste, si vous inversez hein, l'écriture, vous inversez la constante lambda qui appartient à R. Bien sûr, lambda, ils sont distincts. Lambda est différent de 0. Hein. Ici, je vais écrire lambda sauf 0 parce que bon, je vais considérer des points voilà, qui sont complètement voilà, distincts. Ils ne sont pas confondus, ils sont voilà, distincts. Alors là, on a vraiment 3 points distincts. Ici, pour les besoins, je vais écrire lambda appartenant à R sauf 0. Je ne vais pas prendre le cas particulier. Je pourrais prendre un cas particulier, de toute façon, ça rentre dans le, voilà, dans le canevas de ce que je vais faire. Donc, mais ici, il vaut mieux enlever le 0. Alors, l'équation vectorielle du plan, ben, la voici. Voilà, il faut avoir absolument une combinaison linéaire, mais bien sûr, comme j'ai une origine, je vais faire passer par... ici, il n'y a pas de repère hein, pour l'équation là. Pour cette équation-là, j'ai pas mis de repère. Voilà, bien, je vais parler de repère, oui, c'est parce que je voulais commencer à entamer l'équation. Voilà, ici, il y a un repère. Le repère que j'ai mis là. Là, il y a un repère, mais j'ai mis ce repère-là parce que je voulais entamer voilà, l'équation vectorielle dans un repère. Mais je ne l'ai pas fait ici, je ne l'ai pas encore fait. Maintenant, je vais le faire. Je vais le faire maintenant. Je vais mettre un repère. Alors, j'ai dit qu'il y avait un repère, mais je l'ai mis de côté, comme s'il n'y en avait pas, mais je vais aller l'extirper, ce repère, et mettre l'équation voilà, de la combinaison linéaire, là, qui ne nécessite pas forcément un repère. Il peut avoir un repère comme ne pas avoir de repère. Maintenant, je vais entamer de mettre un repère. Alors, donc, il y a une première condition, la voici, Px, PQ différent de lambda PR, parce qu'en fait, ils sont non alignés. Et autre chose, ben, c'est qu'on a un plan. Si on a un plan, il y a une combinaison linéaire. Alors cette combinaison, je vais le faire par rapport à l'origine. Je vais appeler un point X ou M, peu importe. Je vais appeler, bon, pour avoir l'écriture vectorielle dans... Je vais parler du plan M. M tel que on est M égale donc une combinaison linéaire qui est alpha PQ plus bêta PR plus une fois OP. Là, on a bien voilà, O étant l'origine du repère. Hein. Voilà, là, j'ai bien mis un repère. Je lis à l'origine du repère. Donc, j'ai une équation vectorielle, alpha PQ. Donc, j'ai bien une combinaison linéaire avec un cas particulier où si ça fait 1. Voilà. Et là, le point M appartient au plan. Le point M appartient au plan PQR. Plan pi. Donc, et ça, c'est l'équation vectorielle du plan avec muni d'un repère. Équation vectorielle du plan pi qui est le plan PQR muni d'un ROD. Muni d'un ROD. Alors à partir de là, je vais sortir bon, les équations paramétriques. Bon, c'est assez simple. Il suffit d'aller chercher les composantes. Je vais rechercher les composantes de tout ça. Donc je vais réécrire. Hein. On a M qui appartient M tel qu'on est au M égale alpha PQ plus
bêta PR plus une fois OP, O étant l'origine du repère. Bien sûr, avec alpha, bêta, le 1, bon c'est 1, ils appartiennent au nombre réel. Alors, quel que soit alpha, bêta, qui vérifie cette équation vectorielle, ben, je dis, fera en sorte que le point M sera inclus dans le plan PQR, donc dans le plan pi. Alors je vais passer à l'équation paramétrique, il est assez aisé d'écrire l'équation paramétrique. OM, ben, c'est X, O c'est l'origine, moins 0, Y moins 0, et Z moins 0. Alors X, Y, Z sont les coordonnées de M. Hein. X, Y, Z sont les coordonnées de M. Et les coordonnées de O, ben, c'est 0, 0, 0. C'est l'origine. Voilà, je fais les différences voilà, des abscisses, des ordonnées et des cotes pour avoir la composante par rapport à l'origine. Ensuite, je vais chercher le alpha qui ne bougera pas. Il est le même pour l'abscisse, l'ordonnée et la cote. Alors PQ, c'est, je vais appeler la coordonnée de P, c'est Q1, Q2, enfin, la coordonnée de P, je m'excuse, de Q. La coordonnée de Q, c'est Q1, Q2 et Q3. Q1, Q2, Q3. La coordonnée de P, c'est P1, P2, P3. Oui, on est dans l'espace. Hein. Plus bêta, 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 Q1, la coordonnée de Q, c'est Q1. Ouais, j'ai déjà fait Q, je m'excuse. De R, c'est R1, R2, R3. Moins P, c'est P1, P2, P3. Plus 1, ben 1, je ne suis pas obligé de l'écrire. Plus une fois OP, ben c'est P1 moins 0, P2 moins 0 et P3 moins 0. P1 moins 0, ça fait P1. P2 moins 0, ça fait P2. Et P3 moins 0, ça fait P3. Voilà. Et ça, c'est l'équation paramétrique. Alors, on a l'équation vectorielle à ce niveau-ci et l'équation paramétrique là. Alors, autre chose, il ne faut pas perdre de vue ce que j'ai dit tout à l'heure, que PQ est différent de lambda PR. Donc, c'est-à-dire PQ PQ c'est Q1 moins P1, Q2 moins P2 et Q3 moins P3. PR c'est R1 moins P1, R2 moins P2, R3 moins P3.
Alors, donc vous aurez compris qu'on a un système d'équation ici, hein, que je vais résoudre par, voilà, je vais résoudre par, alors là j'ai un système d'équation, par les matrices. Alors la première chose à savoir, quand vous avez une matrice, ça c'est l'équation paramétrique, je vais traiter l'équation paramétrique, et je vais en faire un système d'équation, et je vais résoudre le système d'équation pour rechercher l'équation canonique, l'équation canonique du plan. Parce que le but c'est de rechercher l'équation, on y est presque, hein. On y est presque, la forme générale. Voilà. Alors pour ça, il y a quelques petites choses à vous montrer. Si je vais dans GeoGebra, je vais ouvrir le tableur. Bien sûr, je n'ai pas besoin de graphique. Alors si je prends par exemple trois valeurs, 4, 2, 1, je vais prendre 5, 12, 3. Là je prends 10, 24, 6. Alors là, vous devez savoir tout de suite que le déterminant il est nul, hein. Il n'y a pas à tergiverser. Si je crée une matrice, ben, vous voyez tout de suite que la colonne 2 est le double de la colonne, enfin la colonne 3 est le double de la colonne 2, ou si vous voulez, la colonne 2 est la moitié de la colonne 3. Donc je vais chercher le déterminant. Déterminant de M 1, 10, 1. Voilà, il vaut 0. C'est normal parce que on a deux colonnes qui sont proportionnelles. Donc ce qui veut dire qu'ici, ben, on n'a pas ce cas-là. On n'a pas... Voilà, si je crée une matrice, ben, vous voyez bien que là, qu'est-ce qu'il est écrit? Ben, que lambda est différent, Q1 moins P1 est différent de Q1 moins P1, Q2 moins P2, Q3 moins P3. C'est-à-dire, si je crée une matrice, voilà, la colonne là n'est pas proportionnelle à celle-là. Donc, déjà, ces deux-ci ne vont pas annuler comment on appelle ça, le déterminant. Ces deux-là n'annulent pas le déterminant. Maintenant, voyons voir avec M, on sait bien que X est une proportion, mais attention que c'est une combili, donc des deux autres. Bon, alors maintenant, je vais retourner là. Je vais mettre 4, 2. Voilà, ici, ils sont plus proportionnels, hein. Faut que je remonte là. On va mettre 2. Il faut que j'efface. Voilà. Je vais mettre 5. Mettre 7. Et là, ils sont plus proportionnels. Alors, je vais calculer le déterminant pour m'assurer qu'il n'est pas nul, hein, parce qu'il n'y a rien de proportionnel là-dessus. Créer matrice. Alors, déterminant de la matrice M, un 10. Un 10, 1. Voilà, il vaut moins 1934. Alors maintenant, si je prends une proportion, voilà, je vais faire 4, 2, 1. Voilà. Alors, 4, 5, 27, 10, 24, 6. Bon, alors, si je prends, je vais faire 2 fois la colonne 2, je vais faire une combinaison de nerfs, bien sûr, et 3 fois la colonne 3. Allez, je vais le mettre ici, égal 2 fois 4, 8, plus 30.
plus 30, ça fait 38. Voilà. 2 fois 5, 10. 2 fois 5 plus 24 fois 3, 82. Et 27 fois 2 plus 6 fois 3. 72. Bon, je calcule ce déterminant. Voilà. Il vaut 0. Il vaut 0. Il vaut 0. Pourquoi? Parce que on a une combili. Hein. Là, on a bien une combili. On a une combinaison linéaire. On a une combinaison linéaire. Ça veut dire que ici, voilà, ben, x est proportionnel à oui, il faut que j'enlève le P1. Plus P1, oui. Donc, je vais réécrire l'équation ici en écrivant x moins P1 égale à ceci. Eh bien, si j'écris une matrice x moins P1, etc., ben, elle sera nulle cette matrice. Hein. Parce que x moins P1 est égal à une combinaison de alpha Q1 moins P1, alpha, voilà, alpha Q1 moins P1 plus bêta, R1 moins P1, ce sera vrai pour les autres. Donc en fait, on aura Y moins P2 égale Z moins P3. Donc ça, je peux écrire, si vous voulez, en indéterminant pour discuter du système d'équations. Je l'écris en indéterminant. Alors pour ça, je vais écrire un système de 3 équations, enfin une matrice. Je vais rechercher ceci. Alors la matrice, il faut que je l'écrive correctement. Parce que en général, on met le égal. Alors les inconnus ici, c'est quoi? Ça va être alpha et bêta. Donc on a 3 équations à 2 inconnus. Bon, et là, vous allez voir que je peux faire 2 discussions possibles. Je peux faire 2 discussions possibles. Mais avant tout, je vais écrire ma matrice, parce que le but de la manœuvre ici, c'est d'écrire la matrice.
Alors, comment pourrait-on voir la chose? Ben, je pourrais écrire une matrice. Bon, je vais reculer ça. Cette matrice-là pourrait s'écrire bon, le système va s'écrire sous forme matricielle, hein. C'est ça que pour l'instant je suis en plein dans l'écriture matricielle. Les inconnus ici sont alpha et bêta, hein. Faut pas perdre de vue que les inconnus ici c'est alpha bêta. Pourquoi? Parce qu'on doit extraire justement les paramètres alpha bêta. On doit les extraire alpha bêta. X moins P1, Y moins P2, Z moins P3. Alors, comment pourrait-on écrire cette équation? Dans un système matriciel, ben, ceci serait des coefficients que j'appellerais C, coefficient, C pour coefficient. Alors, c'est la matrice des coefficients, hein, qui est une matrice 3 lignes, 2 colonnes. Alors, je peux multiplier par les inconnus qui sont 2 lignes, une colonne, qui va donner une... C'est possible parce qu'on a 2, hein. 2, c'est possible de multiplier, qui va donner une 3,1. Effectivement, ici, ça donne une 3,1. Ça donne une 3 fois 1. Donc, ça va donner une C, matrice de coefficients, C fois une matrice des inconnus, qui sont alpha, bêta, est égal à, voilà, une matrice des termes indépendants. Matrice que je vais appeler TI, termes indépendants. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a un système, si vous voulez, un système complet, puisqu'on a le terme indépendant. On a un système complet. Alors le rang, ben, je vous ai dit tout à l'heure que le rang de la matrice vaudra 2. Parce que, si vous voulez, x moins P1, y moins P2, z moins P3 est proportionnel. Enfin, il y a une combinaison linéaire qui existe entre eux. Je l'ai fait ici. Il existe la troisième est une combinaison linéaire. 38, 82, 72 est une combinaison linéaire de 4, 10, 5, 24 et 27, 6. Donc, quand on a une combinaison linéaire, ben, ça veut dire que ben, le rang voudra... voilà, ça veut dire que on a... le rang, il ne vaudra pas 3 ici. Il ne vaudra pas 3. Parce que le plus petit déterminant qu'on peut extraire, qui est inversible ici, ben, c'est une matrice 2, 2. Vous prenez 3, 5 et vous prenez cette matrice-là, ben, elle est différente de 0. Enfin, 3, c'est celle-ci par exemple.
Voilà. Bon, pourtant, je la montre, voilà. Je prends cette matrice de 2, ben, je peux pas prendre une matrice 3-3 parce que la seule matrice 3-3, j'en ai qu'une seule, c'est celle-là. Elle est nulle. Donc le rang ne vaut pas 3. Le rang, il vaudra 2. Alors, bien sûr, x moins p1, y moins p2 et z moins p3 est proportionnel à q1 moins p1, q2 moins p2, q3 moins p3 et r1 moins p1, r2 moins p2. Voilà, le coefficient de proportionnalité alpha bêta. Vous voyez qu'ici, ceci est x moins p1 est proportionnel, y moins p2 et z moins p3 sont tous les trois proportionnels en fonction du facteur alpha et bêta de q1 moins p1, q2 moins p2. Ça veut dire que si je mets une matrice, si je fais une matrice avec tout ça, ben, on aura une matrice 3-3 dont le rang voudra 2. Et ce qui est sûr et certain, c'est que ces deux-ci ne sont pas proportionnels, donc le rang vaut 2. Matrice de rang 2. Bon, autre chose, je peux vous dire ici, voilà, c'est ça qui fait en sorte qu'on a deux lignes qui ne sont au moins pas proportionnelles. Voilà, il y a deux lignes qui ne sont pas proportionnelles, enfin deux colonnes qui ne sont pas, je m'excuse, deux colonnes qui ne sont pas proportionnelles. Par contre, la troisième est une combinée des deux autres. Donc le déterminant est de, voilà, il s'annule, voilà, et on a, il s'annule le déterminant, il s'annule. Bon, de toute façon, ici, qu'est-ce qu'on a? On a affaire à quoi? Eh bien, on a un système de, je vous l'ai dit tout à l'heure, de trois équations à deux inconnus alpha bêta. Voilà, on a un système de trois équations à deux inconnus. Alors, on a n plus 1, si vous voulez, on a un système ici qui est un système complet, de trois équations à deux inconnus. Alors, là, il y a moyen de réfléchir de deux façons. En allant rechercher des propriétés sur les systèmes d'équations. Alors, comment pourrait-on réfléchir à ce système d'équations? De deux manières. Une manière subtile en trichant et une manière, on va dire, normale. Une manière normale. Alors pour ça, je vais énoncer deux corollaires. Donc on a bien un système complet. On n'a pas un système homogène. On n'a pas un système homogène. On a un système complet, je vous l'ai dit ici. Là, c'est un système complet. Mais je vous ai dit que je pouvais tricher et faire en sorte que j'ai un système homogène. Alors là, va se discuter en deux chemins possibles. Je peux le considérer système homogène, il n'y a pas de problème. Si je le considère système homogène, à ce moment-là, il faut que j'écrive, donc je vais rechercher le système d'équation. Voilà, que voici. Non, c'est pas encore celui-là. Voilà, il est là. Ici, j'ai fait une bêtise dans l'écriture. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis plus bêta PR1, ça il n'y a plus. Ça il n'y a plus, bien sûr.
est égal à x égale y égale z. Bien, regardez comment est-ce que je le rends homogène. C'est astucieux. Moins une fois P1 moins X. Donc ce qui ferait plus P1. Oui, non, ici c'est... je me suis trompé, c'est moins P1 moins P1 va donner plus P1. Moins plus P1, donc c'est X moins X moins P1. Voilà, ça c'est bon. Égale 0. Bien sûr, je fais la même chose. Moins 1. Moins 1. Y moins P1 égale 0. Et Z moins... Enfin, moins P2, je m'excuse. Et moins P3 égale 0. Voilà. Ici, j'ai transformé en un système homogène. C'est-à-dire que j'ai les coefficients. Je peux écrire la matrice. Hein. Bah, je vais l'écrire. Ça ne me dérange pas. Donc ça, c'est la matrice des, on va dire, coefficients fois alpha bêta qui est le terme indépendant et 0 la matrice nulle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un système homogène qui n'est pas le même que le système complet. Et là, je vais devoir appliquer des propriétés différentes pour les deux. Si je le considère en tant que système homogène ou en tant que système complet. Alors pour ça, je vais aller chercher ce qu'est une solution triviale. Bon, ici, la solution triviale du système, il faut que j'aille chercher la solution triviale, c'est-à-dire celle qui est la plus facile à trouver. Alors je vous rappelle que au Moyen-Âge, le trivium, les trois voies, c'était les trois voies groupées à l'université, les trois arts libéraux qui étaient la grammaire, la rhétorique et la dialectique, qu'il y avait lieu d'étudier avant d'aborder les sciences, enfin des sciences moins élémentaires, et qui formaient, si vous voulez, le quadrivium. Et là, le quadrivium, c'était l'arithmétique, la géométrie, la musique, l'astronomie. C'est ainsi que, par définition, le mot a été employé par les mathématiciens pour désigner un phénomène ou une situation élémentaire et non un propos grossier ou vulgaire. C'est-à-dire qu'ici, bon,
on considère généralement la solution triviale comme étant la solution, celle qui, voilà, normale. C'est une solution qui vient vite à l'esprit. Alors quand est-ce qu'on a 0 dans ce cas-ci? Ben, c'est quand alpha vaut 0, bêta vaut 0, quand alpha et bêta vaut 0, mais qu'on a, voilà, le coefficient 1, ici. Le coefficient 1. Donc, ici, c'est comme si on avait 3 inconnus, mais dont une est fixée. Elle est inconnue, elle est pseudo-inconnue. Alors, les inconnus seraient alpha, bêta, mais dont une serait pseudo-connue. Donc, ce serait une inconnue connue, si vous voulez. C'est une inconnue connue. Et donc, la solution triviale, ce serait celle-là. Alors, si vous mettez alpha égale 0, ça fait, tout ceci fait 0. Bêta égale 0, tout ceci fait 0. Et si vous mettez, si on a mis 1, ici c'est bien ce qu'on a mis, 1, bien x moins P1, ça veut dire que x égale P1. Pour avoir 0, il faut que x soit égal à P1, y doit être égal à P2, et z doit être égal à P3. À ce moment-là, on a la solution triviale. Donc la solution triviale, c'est alpha égale 0, bêta égale 0, et si vous voulez, on a une troisième solution, enfin une troisième inconnue, pseudo-inconnue, qui n'est pas une inconnue, mais qui serait considérée comme une inconnue, on aurait 1. Et là, je vais chercher un corollaire, qui dit que pour qu'un système homogène de n, ici on a n équations, hein, on a 3 équations à 3 inconnues, puisque j'ai une pseudo-inconnue connue ici, qui vaut 1. C'est une pseudo-inconnue connue. Donc on a un système de 3 équations à 3 inconnues, dont une est connue, voilà, linéaire, pour qu'elle admette une solution autre que la solution triviale qui est alpha égale 0, bêta égale 0 et 1, il faut nécessairement que le déterminant de la matrice des coefficients soit nul. C'est-à-dire que la matrice des coefficients va reprendre, c'est ceci. La matrice des coefficients doit être nulle. Le déterminant de la matrice des coefficients doit être nul. Pour un système homogène. Pour avoir une solution autre que la solution triviale. C'est un corollaire, voilà, des systèmes d'équations, c'est comme ça. Donc ce qui veut dire que là, il faut que on ait le déterminant qui soit égal à 0. Bon, là, je l'ai traité avec un corollaire du système homogène. Voilà, je l'ai utilisé avec, enfin, j'ai utilisé un corollaire du système, voilà, d'un système de n équations à n inconnu. J'ai fait un tour de passe-passe en mettant, voilà, c'est un petit tour de passe-passe. C'est un petit tour de passe-passe. Bon, maintenant, je vais le faire avec les systèmes complets. Donc, je vous rappelle que là, je viens d'utiliser le système homogène. Alors, pour avoir la solution triviale, pour avoir une solution autre que la solution triviale, alpha égale 0, bêta égale 0, et bien sûr 1 qui est une pseudo-inconnue, voilà, pseudo-inconnue, voilà, c'est que la matrice des coefficients doit être nulle. Et voilà, c'est ce que j'ai fait là. Le déterminant de la matrice des coefficients doit être nul. Alors j'ai considéré, bien sûr, la matrice des coefficients étant Q1 moins P1, R1 moins P1 et moins X moins P1. Voilà, ça, ce sont les coefficients. Alors je vous l'ai dit, hein, on a la matrice des coefficients fois les termes indépendants, la matrice des coefficients elle est là. Donc c'est ce déterminant-là qui doit être nul pour avoir une solution autre que la solution triviale. Donc pour qu'un système homogène, eh bien, il est bien homogène ici, je l'ai traité en tant que système homogène. Pour qu'un système homogène de n équations linéaires à n inconnues, ici c'est bien le cas, on a 3 équations à 3 inconnues, dont une pseudo-inconnue,
admettre une solution autre que la solution triviale, il faut nécessairement que le déterminant de la matrice des coefficients soit nul. Donc c'est pour ça que j'annule le déterminant de la matrice des coefficients. Bon, maintenant, je vais traiter autrement par un autre corollaire, parce que cette fois-ci, je vais aller rechercher un autre corollaire et traiter système complet. Alors là, si je traite le système complet, voilà, système complet, il est là, système complet. Là, les coefficients, on n'a plus une matrice 3 fois 3. Ah oui, oui, si, je me suis trompé, ouais, je m'excuse. Là, je me suis trompé. Je me suis trompé, oui, parce que, regardez bien, justement, je vais vous montrer qu'il y a bien une pseudo inconnue. Regardez bien. Ici, je ne peux pas faire cette multiplication matricielle parce que c'est une 3 fois 3. Donc, bien sûr, la matrice ici doit être une 3 fois 1, la matrice des zéros. Et là, je dois avoir une 3 fois 1. Et effectivement, c'est parce qu'il manque une pseudo-inconnue. Et cette pseudo-inconnue, c'est une inconnue connue, qui est 1. Voilà. Et vous voyez que c'est une inconnue connue. Voilà. Ouais, j'ai oublié ça. C'est fondamental parce que c'est une équation de 3 équations à 3 inconnues. C'est un système homogène. C'est un système homogène. Parce qu'il est égal à 0. Voilà. Mais 3 inconnus, donc une qui est connue, c'est une inconnue connue. Voilà, voilà. C'est bon, c'est un petit peu astucieux, mais c'est comme ça. C'est ça que je dis que c'est astucieux. Maintenant, je vais le traiter en tant que système complet. Si vous le traitez en tant que système complet, là, c'est une 3 fois 2. Les coefficients, c'est ceci. C'est plus les mêmes coefficients que tout à l'heure. J'ai pas une matrice 3 fois 3, j'ai une matrice 3 fois 2. Voilà. Et le terme indépendant, il est là. Et là, maintenant, qu'est-ce qui dit le corollaire? Là, j'ai un système de 3 équations à 2 inconnus. J'ai plus 3 inconnus, une pseudo-inconnue. Là, je traite vraiment 3 équations à 2 inconnus. Donc, quand on a la condition nécessaire et suffisante pour qu'un système de n plus 1 équations linéaires à n inconnus, c'est le cas ici parce que j'ai 3 équations à 2 inconnus, parmi lesquelles n équations forment un système de Cramer, effectivement. Bon, ceci est un système de Cramer. Pourquoi? Parce que, ben, vous savez très bien que on n'a pas de proportionnalité entre les deux, donc le déterminant est différent de 0, le rang vaut 2. Le rang de cette matrice vaut, on sait le calculer. Voilà, d'après le début ce que je vous ai dit. Voilà, PQ différent de lambda PR, ce qui indique, voilà, que on n'a pas de proportionnalité ici. Donc, s'il n'y a pas de proportionnalité, le déterminant là, si je forme un déterminant là avec la matrice des coefficients, pas en 3,3 mais en 3,2, voilà, en 3,2, si je forme un déterminant avec ça, ben, je sais calculer ce déterminant est différent de 0 parce que on a c'est différent de lambda PQ différent de lambda PR, parce que ce n'est pas aligné, justement. Donc, en fait, si c'est pas aligné, on n'aura jamais un déterminant qui est nul. Le déterminant est différent de 0 ici, pour le déterminant des coefficients. Donc, la condition nécessaire et suffisante pour qu'un système de, ici, n plus 1 équations à n inconnues, parmi lesquelles n équations forment un système de Cramer, effectivement, je sais tirer un système de Cramer ici, voilà, soit compatible et que la matrice complète soit singulière, c'est-à-dire le déterminant nul. Et la matrice complète, ben, je vais vous la mettre, c'est la même. La matrice complète, là, elle va tenir compte de la matrice des coefficients plus la matrice des termes indépendants. Les termes indépendants que voici. Donc il suffit d'aller rechercher les deux. Je vais rechercher tout ceci et je vais créer. Donc le déterminant doit être nul pour que ce soit compatible. Alors ça a été traité en système homogène. Et maintenant, je vais le traiter en système complet. Voilà. Je vais créer cette matrice. Donc c'est... on va déjà mettre Q1 moins P1. Bon, on va déjà mettre une partie de la matrice que j'ai ici. C'est Q1 moins P1. Voilà. Voilà. Et alors, bon, maintenant, les termes indépendants, parce que c'est la matrice complète. Ici, c'est
il faut que la matrice complète soit singulière pour que ce soit compatible. Parce qu'on a un système complet. Donc là, je vais aller rechercher donc x moins P1. X moins P1. Voilà. Alors je vais regarder si j'ai la même chose. Non, ici j'ai moins X moins P1. Donc, oui. Parce que il y a peut-être un petit problème de signe. Parce que je vais avoir X moins P1, Y moins P2, Z moins P3. J'aurai le posé de l'autre. Oui, mais en fait, à mon avis, l'erreur, elle vient... ouais, je vois plus ou moins ce qu'elle est cette erreur-là. Quand je fais passer égal, j'aurai X moins P1 de côté. Bon, je vais aller rechercher cette matrice. Système complet. Bon, je vais d'abord traiter le système homogène, et puis je vais regarder le système complet. Je vais d'abord traiter celui-ci, et voir si celui-ci est bon. Je vais d'abord traiter celui-ci. Donc ça, en système homogène, et puis après je vais regarder en système complet. Bon, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Peut-être un signe moins... Bon, je vais d'abord traiter le système homogène. Je ferai par après l'autre, parce que j'ai un problème de signe qui intervient. Alors, si je change celui-ci, tout d'abord le moins 1, je pourrais le mettre ici. On aurait moins 1. On aurait moins 1. Voilà. Celui-là, si je l'échange avec celui-ci, ben, on a un moins qui intervient en plus. On a une inversion. Et si j'échange celui-ci avec celui-là, voilà. Donc il y a une petite erreur. Voilà, l'erreur elle vient bien de cette matrice-ci. Si j'ai inversé deux-ci, de nouveau un moins. Voilà, je ne peux pas avoir de moins. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ici? C'est celui-ci qui n'est pas bon. Je ne peux pas mettre moins 1 ici. Oui, effectivement, je peux pas mettre moins 1. Effectivement. Ouais. Ouais, non, ça c'est pas moins 1. Donc on avait alpha, bêta et 1. Voilà. Et donc ici, c'est x moins P1. Ouais, je peux pas avoir moins 1 ici. Voilà, comme ça, tout est remis dans l'ordre.
là où c'était pas bon, c'était à mon avis là. C'est cette matrice-là qui n'était pas bonne. Voilà. Et ça, c'est justement ce que je vous cherchais. Voilà. Maintenant, je peux le mettre parce que dans la 3-2, système d'équations de 3 équations à 2 inconnues, eh bien, le terme indépendant, la matrice complète, elle est constituée, si vous voulez, ça c'est en 3-3, en système homogène 3-3. Système complet, il faut que j'aille le chercher, je pense que je l'ai mis. Ça c'est le système complet 3-2. 3-2. Voilà. Et donc la matrice, comme je vous ai dit, la condition nécessaire et suffisante pour qu'un système de n plus 1 équations linéaires à n inconnues, parmi lesquelles n équations forment un système de Cramer, soit compatible et que la matrice complète soit singulière, c'est-à-dire de déterminant nul. Et la matrice complète, ben, voilà, si je retire cette partie-là, j'ai une matrice partielle. Voilà, je vais retirer ça, j'ai une matrice partielle. Et pour avoir la matrice complète, ben, il faut que je rajoute ceci, le terme indépendant. Voilà. Et là, je retrouve bien ce que je viens de trouver ici. Bon, ici, il n'y a pas de moins, bien sûr. Hein. Je vais les enlever à l'instant. Voilà. Cette matrice, c'est ça. Voilà. Voilà. De déterminant égal à 0. Voilà. Et ça, je l'ai trouvé par le corollaire sur un système de 3 équations à 2 inconnus. Donc, il faut que, pour que la condition nécessaire et suffisante pour qu'un système de n plus 1 équations linéaires à n inconnues, parmi lesquelles n équations forment un système de Cramer, soit compatible et que la matrice complète, bon, avec le terme indépendant, ben, c'est la matrice complète, hein, c'est-à-dire les coefficients qui sont là, les coefficients plus le terme indépendant, ben, le déterminant doit être nul. Bon. Et alors là, je l'ai traité, bien sûr, je m'étais trompé auparavant, ben, j'ai remis les choses au point. Ça, c'est traité. D'ailleurs, il y a un moins que je dois enlever ici parce que c'est pas ça. Voilà, ce moins-là, je vais l'enlever. Et ça a été traité avec la propriété de 3 équations à 3 inconnues. Et là, le corollaire, c'est pour que, bien sûr, il y a une pseudo-inconnue. Je vous ai dit que l'inconnu, c'est alpha, bêta. Et bien sûr, la pseudo-inconnue, c'est 1. Pseudo-inconnue, voilà. Et pour qu'un système homogène de n équations à linéaire à n inconnu admette une solution autre que la solution triviale, et il faut nécessairement que le déterminant de la matrice des coefficients soit nul, c'est-à-dire la matrice des coefficients, ben c'est tout ça. Les coefficients, c'est tout ça. On a un système homogène ici. Hein. Voilà, il n'y a pas de terme indépendant. Le système homogène, il est là. À mon avis, la solution triviale, pour avoir 0, la solution triviale, ce serait alpha, bêta 1. Ouais. La solution triviale serait celle-là, alpha, bêta 1. Voilà. La solution, pour avoir une solution autre que la solution triviale, voilà, alpha, bêta 1, ben, il faudrait que le déterminant soit égal à 0. Le déterminant de la matrice des coefficients ici. Coefficients. Puisqu'on a un système homogène, c'est la matrice des coefficients qui doit... Le déterminant de la matrice des coefficients qui doit être nul. Par contre, pour le système complet, c'est-à-dire en 3-2 et non pas en 3-3, ici j'ai 3 équations à 3 inconnues, voilà, une pseudo-inconnue qui est 1. Bon, pour avoir la solution triviale autre que la solution triviale, il faut que le déterminant, voilà, de la matrice des coefficients soit nul. Alors que pour le système complet, 3 équations à 2 inconnues, il faut que pour que le système soit compatible,
trouver une solution, il faut que le déterminant de la matrice complète soit nul. Et la matrice complète, c'est ceux des coefficients et ceux des termes indépendants. Voilà. De toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, on obtient ceci. Et à partir de là, je peux trouver l'équation du plan. Alors, comment trouver l'équation du plan? Assez aisément, regardez bien. Alors, je vais tout réécrire, je m'excuse parce que bon... je vais tout réécrire parce que je m'excuse, ça va prendre un petit peu de temps. Donc on aura Q1 moins P1, je crois, c'est ça. Ouais, c'était pas celle-là. Celle-là, je l'ai déjà traitée. Q1 moins P1, R1 moins P1. Q1 moins P1, R1 moins P1. Q1 moins P1, R1 moins P1, X moins P1. Alors, la particularité, c'est qu'il y a du P1 dans les trois colonnes. Et ça, c'est bien ça. Et là, on aura Q2 moins P2, R2 moins P2 et Y moins P2. J'ai du P2 dans les trois colonnes. Et le dernier, c'est Q3 moins P3, Q4 moins P4, enfin, moins P3, je m'excuse. Je sais pas pourquoi j'ai mis Q4, c'est Q3. Q3. Oui, ici, donc la solution triviale, ici, c'est alpha, bêta et 1. C'est alpha, bêta et 1. Ça, c'est la solution triviale. Alors, bon. Q3, enfin, c'est R3. Enfin, la solution triviale pour le système homogène. Hein, pour le système homogène. Moins P3, Z, moins P3. Alors, je vais réduire tout ça et faire les opérations matricielles qu'il faut. Alors, si j'inverse celui-là avec celui-là, x moins P1. Bon, le problème, si je fais ça, j'ai une inversion. Une inversion va induire un signe moins. Donc, ce qui veut dire que j'ai un signe moins. Moins 1 fois. J'ai une inversion. Alors, pour remettre les choses au point, je vais refaire une inversion. Moins par moins va donner plus. Voilà, je refais une inversion. Voilà. Là, je n'ai plus de moins. Le moins disparaît parce que j'ai deux inversions. Et bien sûr, le déterminant doit être nul. Alors, autre chose. Bon, on voit bien qu'on a du P1 dans la première, deuxième, troisième colonne, P2 dans la première, deuxième, troisième colonne, P3 dans la première, troisième, deuxième et troisième colonne. Donc, je vais faire un tour de passe-passe. Un tour de passe-passe. Alors, pour ça, je vais ramener du P1, P2, P3 par la technique, non pas de réduction d'une matrice, mais on va dire d'augmentation. Alors, comment faire? Comme j'ai du P1, P2, P3, P4, ben, je vais mettre P1, P2, P3, enfin, c'est P1, P2, P3, il n'y a pas de P4. Là, je mets 1, là, je mets 0, là, je mets 0, et là, je mets 0. Alors, je le place correctement en ligne 4, colonne 2. Ce qui veut dire que 4 plus 2, ça fait 6. Ben, moins 1 exposant 6. Si je fais par la technique de mineur, ben, là, ça ne change pas de signe. Hein. Il n'y a pas un signe moins qui va apparaître ici. Hein. Je ne dois pas mettre de signe moins. Bon. C'est fait de manière judicieuse pour ne pas avoir un signe qui va changer. Voilà. Donc, si je fais par la technique de mineur. Et alors, le déterminant ne changera pas parce que, voilà, comme déjà moins 1 exposant, le mineur, il fait déjà au niveau de signe, il est déjà positif, donc ça ne changera pas.
bien, vous voyez que ce que je vais faire, l'augmentation que je viens de faire, ça ne change pas la matrice. On a une nouvelle matrice 4-4 cette fois-ci. J'ai augmenté la taille de la matrice, une 4-4, par une astuce où je vois que j'ai P1, P2, P3 en première, deuxième et troisième colonne quand elle est à 3 colonnes. Eh bien, j'intègre une quatrième colonne et judicieusement choisie pour avoir voilà, une matrice qui donne un déterminant qui ne change pas de signe. Voilà. Et ça, par la technique de mineur, vous savez très bien que ça ne change pas la matrice 3-3 tout à l'heure. C'est la même matrice. C'est l'équivalent de cette matrice-là. C'est vraiment l'équivalent. Si vous calculez le déterminant par la technique des mineurs, celle que je viens de faire ici, en fait là par la technique de mineur, mais vous allez retomber sur une 3-3. C'est une réduction. C'est la technique du mineur, c'est une réduction matricielle. Hein. C'est pour ça qu'on l'utilise. Hein. On utilise une réduction matricielle, puisqu'on élimine une ligne et une colonne. Donc, fatalement, on réduit. Si on avait une 4-4, on se retrouve avec une 3-3. Si on a une 5-5, on se retrouve avec une 4-4. Si on a une 6-6, on se retrouve avec une 5-5. C'est ça la technique du mineur. On réduit la taille de la matrice voilà, d'un rang. Donc ici, j'avais une 3-3. Je ne l'ai pas diminué, mais augmenté. Mais je l'ai fait de manière astucieuse en faisant apparaître donc la transparaître, voilà, la technique des mineurs. Donc j'ai augmenté la taille. Je ne l'ai pas réduite, mais j'ai augmenté. Donc je suis passé d'une 3-3 à une 4-4. Et ça, je peux faire tant que je respecte voilà, les règles sur les mineurs. Et là, c'est ce qui se passe. Alors maintenant que j'ai fait cette matrice-là, maintenant tout va devenir assez simple. Parce que grâce à ce P1, P2, P3 qui a été judicieusement choisi, regardez bien, et bien maintenant je vais faire des combini. Alors je vais utiliser une propriété déterminante que quand j'utilise, on emploie une rangée plus une combinaison de rangées parallèles ne change pas le déterminant. Et c'est ce que je vais faire ici. C'est ce que je vais faire ici. Je vais faire une combinaison linéaire. Donc je vais faire la colonne 1 plus la colonne 2. Voilà, la colonne 1 va devenir la colonne 1 plus la colonne 2. Et ça ne va pas changer le déterminant, parce que c'est une des propriétés des déterminants. Si vous faites une rangée, les éléments d'une rangée plus une combinaison linéaire d'autres rangées, bien sûr, parallèles, eh bien, le déterminant ne change pas. Pour autant que la rangée que vous avez changée, bien sûr, soit combinée. Vous additionnez les éléments de cette rangée à une combinée d'autres rangées, parallèles, bien sûr. Et donc, c'est ce que je vais faire ici. Si je fais colonne 1 plus colonne 2, et ça, c'est la colonne 1 qui va devenir colonne 1 plus colonne 2. Vous voyez que je prends la colonne 1, donc ça ne change pas, parce que j'ai pris la colonne 1 plus une combinaison linéaire dans la colonne 2. La combinaison, le alpha vaut 1 ici, bon, c'est juste ça. Donc, ce qui veut dire que je vais faire x moins P1 plus P1, ça fait x. X, y moins P2 plus P2, ça fait y. Z moins P3 plus P3, ça fait z. Et 0 plus 1, ce qui fait 1. Alors, je vais faire la même chose avec la colonne 3. Ça va devenir la colonne 3 plus une fois la colonne 2. Ben, je fais la même chose. Donc, je vais changer la colonne 3. Ce qui fait... Bon, Q1 moins P1 plus P1, on aura Q1. Q2 moins P2 plus P2, ça fait Q2. Q3 moins P3 plus P3, enfin Q3 moins P3 plus P3, ça qui fait Q3. Et bien sûr, 1 plus 0, ça fait 1. Et enfin, je vais faire la même chose avec le dernier. Ça fait colonne 4 plus la colonne 4 devient la colonne 4 plus une fois la colonne 2. R1 moins P1 plus P1, moins P2 plus P2, R2 moins P2 plus P2, R3 moins P3 plus P3.
et bien sûr 0 plus 1. Et voilà, ceci doit être égal à 0. Ceci doit être égal à 0. Et si j'applique la technique des mineurs, je vais appliquer la technique des mineurs ici. Bon, alors, le signe don't care, on s'en fout. Je vais vous expliquer pourquoi. Le but, c'est de trouver les... Donc, la technique du mineur, je barre les deux lignes colonnes. Et là, j'ai une déterminante 3 fois 3. Peu importe ce que c'est que ce déterminant, c'est un nombre. Mais un nombre fois moins 1 exposant première ligne, première colonne, donc ça va être un moins, enfin un plus, moins 1 exposant 2, voilà, fois x, la technique du mineur va dire que j'ai moins 1 exposant 2 fois x, fois un déterminant 3 fois 3. Mais il reste, à vrai dire, qu'un déterminant 3 fois 3, c'est un nombre. On aura un nombre. Et moins 1 au carré, ben, moins 1 au carré, qu'il soit, c'est un signe. Donc, un nombre fois un signe, ça fait toujours un nombre. J'aurai un nombre que je vais appeler m. Je vais appeler ce nombre m, mx. Ensuite, toujours par la technique du mineur, je vais barrer, donc je vais faire la même opération. Donc on a d'abord obtenu mx. Maintenant, toujours par la technique du mineur, je vais calculer mineur de y, enfin, pour avoir les déterminants. C'est une des propriétés des déterminants, ce que je fais sur la technique du mineur. C'est y fois moins 1 exposant 1 plus deuxième ligne, première colonne, ce qui fait moins 1 exposant 3. Mais c'est négatif, de toute façon on s'en fout. Parce qu'au bout du compte, j'ai une matrice 3-3 qui est composée de P1, Q1, R1, P3, Q3, R3 et 1, 1, 1. Mais ça reste un nombre. Et un nombre fois un signe, c'est toujours un nombre. Donc j'aurai plus NY plus NY plus le troisième, je fais la même chose. Je calcule le mineur ici. Voilà. Donc on aura P1, Q1, R1, P2, Q2, R2, 1, 1, 1, qui est un nombre, fois un signe qui est moins 1 exposant troisième ligne, première colonne. De toute façon, on s'en fout que ce soit poussé moins, on s'en fout. Donc on aura z fois un nombre. Donc on aura, peu importe si ce nombre est positif ou négatif, MNP, PZ. Et enfin, je calcule le dernier. Le dernier est un pur nombre. Puisqu'on a une matrice 3-3 fois moins 1 exposant, voilà, fois 1, plus j'ai un nombre fois 1 fois un signe. Tout ça, ça va donner un nombre que j'appelle Q. Et bien sûr, voilà, égale 0. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'équation d'un plan, l'équation canonique d'un plan. Donc l'équation canonique d'un plan, c'est une équation à 3 variables. Bon, elles ne sont pas obligées d'être là toutes les 3, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, MNP, bien sûr, différent de 0, 0, 0, ça c'est sûr et certain. Ce qui veut dire qu'on peut avoir MN qui peut être nul, mais pas P à ce moment-là. NP peut être nul, mais pas M. Il faut au moins un qui ne soit pas nul pour avoir l'équation d'un plan. Voilà, donc il peut exister mx égale constante, n l'équation d'un plan, mx plus ny est l'équation d'un plan, bien sûr égale plus q égale 0. Voilà, bon, donc on a toutes les combinaisons possibles pour avoir l'équation d'un plan, mais en tout cas il faut qu'il y ait une variable qui existe, hein, au moins une. Et donc l'équation d'un plan, c'est une équation, c'est la forme canonique d'un plan, c'est l'équation à 3 variables. Bon, elles ne sont pas obligées d'être présentes toutes les 3. En tout cas, si on a déjà une, c'est déjà l'équation d'un plan. Si on a deux,
ben, c'est toujours l'équation d'un plan. Et s'il y en a 3, c'est toujours l'équation d'un plan. Et ça, c'est la forme générale. C'est-à-dire que, bon, c'est généralisé. Voilà, elle est vraiment donnée avec les 3 variables. Les 3 variables, il en faut absolument 3, x, y, z. Et bien sûr, avec des coefficients devant le x, y, z, le x étant du premier degré, y du premier degré, z du premier degré, et il peut avoir plus q, une constante, plus q, égale 0. Si le q est absent, ben, ça veut dire que c'est un plan qui passe par l'origine. On a un plan qui passe, si q égale 0, on a un plan passant par l'origine. Et ça, c'est la forme générale d'un plan. C'est la forme générale, la forme canonique générale d'un plan. Vous voyez que toutes les étapes qu'il a fallu produire pour arriver, je veux dire, à l'équation générale d'un plan. Donc, par 2 discussions de système d'équations. Il y a une autre manière de voir l'équation d'un plan. Ben, il y a une autre méthode. Je vous montrerai qu'il y a une autre méthode. Donc, en tout cas, celle-ci, elle est basée sur des équations vectorielles. On est passé aux équations paramétriques. Et on a discuté d'un système d'équations un peu particulier, soit de 3 équations à 2 inconnues, en faisant intervenir les corollaires de 3 équations à 2 inconnues, qui est d'un système complet de 3 équations à 2 inconnues, ou le corollaire, on est passé aussi par un tour de passe-passe, un système de 3 équations à 3 inconnues. À ce moment-là, en prenant un système homogène, on allait chercher le corollaire adapté, et dans les deux cas de figure, on avait tous les deux, ben, bien sûr, un déterminant qui s'annulait, et là après, il fallait juste faire des tours de passe-passe pour retrouver, voilà, passer d'un déterminant 3-3 à un déterminant 4-4 par la technique des propriétés des mineurs, et donc à ce moment-là, on pouvait voilà, définir que l'équation d'un plan provenait tout simplement d'une seule équation à 3 variables du premier degré tous les 3. Voilà, en fait c'est une, on va dire, on a une combinaison linéaire ici. Hein. Enfin, je m'excuse, ici j'ai rien dit, j'ai rien dit. C'est une somme, c'est un produit de somme. C'est un produit de somme. Mx plus Ny plus Pz, puisque le dernier, bien sûr, n'est pas un produit. Le dernier n'est pas un produit. Le terme indépendant n'est pas un produit. Le Q, c'est le terme indépendant. Et les variables, c'est x, y, z parce qu'on est dans l'espace. Alors, tout point qui vérifie, tout point x, y, z qui vérifie l'équation pi mx plus ny plus pz plus q égale 0 et l'équation d'un plan. Je vous remercie.